Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de gravité et un peu de scientisme. Certaines personnes sur YouTube affirment que la Terre est plate et que la gravité n'existe pas. Pour des raisons évoquées ailleurs, je ne crois pas que la Terre soit plate. Mais dans cette vidéo, je ne veux pas vous convaincre que la Terre est ronde, ni même que la gravité existe. Ce que je souhaite faire dans un premier temps, c'est corriger les erreurs que font certains platistes lorsqu'ils parlent de la gravité. Je répète, mon but n'est pas de vous convaincre que la gravité existe. Je n'ai pas de formation particulière en physique, mais j'ai tout de même reçu des cours à l'école. Je veux donc témoigner ici de mon vécu et expliquer comment la gravité est enseignée à l'école. Que les platistes veulent remettre en question la science ne me dérange pas vraiment, mais qu'ils pensent avoir détruit la science alors qu'ils ne la comprennent pas est autre chose. Avant de penser avoir contredit une théorie scientifique, il faut d'abord s'assurer qu'on l'ait comprise convenablement. Dans un deuxième temps, je répondrai à cette question, est-ce du scientisme que de croire à la gravité? Voici des affirmations à propos de la gravité que j'ai entendues à quelque part sur des chaînes platistes. Premièrement, si la gravité est capable de retenir les océans sur Terre, une abeille beaucoup plus légère ne pourrait même pas se décoller de la Terre et pouvoir voler. Deuxièmement, c'est le noyau de la Terre qui attire les choses sur Terre, selon la théorie officielle, selon les platistes. Troisièmement, si la gravité existait, une personne sautant en bas d'une falaise serait attirée par la falaise. Notez que les affirmations 1 et 3 sont des arguments contre la gravité. Je répète que je ne veux pas vous prouver que la gravité existe, mais j'affirme que la théorie officielle, telle qu'on nous l'apprend à l'école, répond parfaitement à ces objections. Ce qui nous est enseigné en guise d'introduction à la physique, du moins au Québec, c'est la physique newtonienne, qui n'est plus la physique utilisée aujourd'hui. Elle a été remplacée par la physique d'Einstein. Pour l'étudiant cependant, il présente une approximation convenable de nombreux phénomènes. Il paraît aussi que les scientifiques l'utilisent encore lorsque le degré de précision requis ne demande pas d'utiliser la théorie d'Einstein plus compliquée à utiliser. Newton croyait qu'une force attirait toute masse instantanément et à distance. Pour calculer cette force, on nous apprend à utiliser cette formule. F correspond à la force agissant entre les deux corps. G est une constante, c'est la constante gravitationnelle. M1 est la masse du premier corps. M2 la masse du second corps. Et D, la distance entre les deux corps. F est égal à G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré. Je répète que cette force agit entre toute masse. Une masse, peu importe quelle elle est, attire toute autre masse. Il faut comprendre de plus, comme le montre l'image prise sur Wikipédia, que la force qui attire les deux masses est la même pour les deux masses. Ainsi, M1 attire M2 par la même force que M2 attire M1. Seule la direction des forces change. La grandeur ainsi que le sens de la force restent les mêmes. Sur Terre, donc, la force qui m'attire à la Terre est la même que la force avec laquelle j'attire la Terre. De plus, si toute masse attire toute masse, ça veut dire par exemple que la maison du voisin vous attire comme vous l'attirez, que l'écran d'ordinateur en face de vous vous attire tout comme vous l'attirez en ce moment même. Un de vos cheveux attire son voisin. Mais bien sûr, vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce que cette force, dans un sens, est extrêmement faible. Elle n'agit que sur une très grande échelle. Par exemple, deux masses d'1 kg séparées d'1 mètre s'attirent avec une force de 6,67 fois 10 exposant moins 11, c'est-à-dire 10 zéros après la virgule, newton. À titre comparatif, c'est environ 1 millionième du poids d'une fourmi sur Terre. Dans la vie de tous les jours, donc, on ne se rend pas compte de la force de gravitation entre les objets. Cette force n'agit qu'à grande échelle. Ça prend toute la masse de la Terre pour nous donner le poids que nous avons en ce moment. Revenons maintenant aux affirmations des platistes. La première affirme que si cette force existait, une abeille ne pourrait pas voler alors qu'elle maintient en place les océans. Éric Dubé ajoute quant à lui qu'un simple aimant permet de contrecarrer la force gravitationnelle. Dans un sens, je comprends la remarque des platistes qui font cette affirmation. Intuitivement, on se dit qu'une même force devrait avoir un effet plus grand sur une masse plus faible.
Par exemple, si un camion percute une automobile et un piéton en même temps, on s'attend à ce que le piéton plus léger soit projeté beaucoup plus loin. Mais cette intuition n'est pas conforme à ce que c'est que la gravité telle qu'elle est expliquée à l'école. Pour le voir, revenons à la formule. La force exercée entre les deux corps est fonction de la masse des deux corps. Les masses des deux objets sont donc incluses dans le calcul de la force. J'ai calculé ici la force exercée par la gravité terrestre sur deux personnes, une personne de 50 kg et une autre de 100 kg. Si nous voulons calculer la force gravitationnelle attirant chacune des personnes à la Terre, il faudra faire le calcul ainsi. Il faut remplacer G par sa valeur, soit 6,67 fois 10 exposant moins 11. Il faudra remplacer M1 par la masse de la Terre, soit 5,972 fois 10 exposant 24 kg. La distance à considérer sera le diamètre de la Terre à l'équateur. Bien important, il faut mettre la distance en mètres et non en kilomètres. Enfin, selon la personne, il faut remplacer M2 soit par 50 kg ou encore par 100 kg. Pour une personne de 50 kg, nous voyons que la force est de 489,5 N, alors que c'est le double pour la personne de 100 kg. Plus une personne a de masse, plus elle est attirée fortement vers la Terre, car les masses des deux objets sont considérées. C'est ce qui explique pourquoi une abeille, qui a une masse très faible, subit bien moins les effets de la gravité que les masses océaniques. Et pour revenir à l'idée d'Éric Dubé, il est en effet vrai que la force gravitationnelle est moins forte que la force électromagnétique. C'est ce que dit la science, que la force gravitationnelle est faible. Il faut toute la masse de la Terre, je le répète, pour nous donner notre poids actuel. C'est dire à quel point cette force est faible et intervient surtout sur des échelles énormes. Nous allons maintenant répondre aux deux autres affirmations des platistes en même temps. Pour calculer la gravité sur Terre, nous avons remplacé la distance d par le diamètre de la Terre. Nous considérons donc que la gravité se calcule à partir du centre de la Terre. Or, comme nous disions plus tôt, toute masse attire toute autre masse. Ce n'est pas particulièrement le centre de la Terre qui nous attire. Pourquoi donc utiliser le centre de la Terre alors que la personne se trouve directement sur la Terre? Pour le comprendre, il faut justement se baser sur le fait que toute masse attire toute autre masse. Ainsi, la montagne qui est à ma gauche m'attire, mais tout comme celle qui est à ma droite. Il en va de même pour chaque partie de la Terre. Absolument toutes les parties de la Terre m'attirent en même temps, le centre pas plus que le reste. Mais l'effet combiné de toutes ces forces donnera une résultante. C'est en fait la résultante de toutes ces attractions qui pointent vers le centre de la Terre. Comme la Terre est ronde d'après le modèle officiel, tout ce qui est à gauche de moi compense ce qui est à droite. La résultante donne donc une force dirigée pile poil vers le bas, et plus particulièrement vers le centre de la Terre. Ce n'est pas à proprement parler le centre de la Terre qui m'attire, mais c'est comme si c'était le centre de la Terre. C'est pourquoi, pour simplifier le calcul, on utilise le centre de la Terre pour calculer la gravité sur Terre. Cette simplification n'est pas à proprement parler exacte, mais elle est tout à fait correcte dans de nombreux cas, surtout lorsqu'il est question d'enseigner la physique à de jeunes étudiants. Donc, c'est toute la Terre qui m'attire, pas seulement le centre de la Terre. Mais la résultante donne comme si c'était le centre. On pourra comprendre aussi pourquoi une personne sautant d'une falaise ne sera pas attirée par elle. La falaise attire bien la personne, mais il y a tout le reste de la Terre qui l'attire également, et le reste de la Terre constitue une attraction bien plus forte que la falaise seule, et c'est pourquoi la personne tombera vers le bas. La Terre ne fonctionne pas comme un aimant qui nous attirerait de partout. Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir la force gravitationnelle telle qu'elle est expliquée en classe. Nous allons maintenant passer à notre autre sujet, celui du scientisme. Est-ce du scientisme de croire que la gravité existe ou encore est-elle prouvée? Y a-t-il des preuves à la gravité? Je rappelle que je ne tente pas de vous prouver que la gravité existe, seulement de vous l'expliquer. Or, les platistes affirment que la gravité n'est qu'une théorie. Selon ces platistes, une théorie scientifique est synonyme de spéculation, et comme elles ne sont que des suppositions, elles ne sont pas prouvées ni prouvables. Un platiste bien connu a tendance à traiter les gens qui croient en la science de scientistes, c'est-à-dire de gens ayant une trop grande confiance en la science. Éric Dubé, tant qu'à lui, l'affirme de manière claire. Selon lui, aucune expérience n'a montré qu'elle existait. Qu'en est-il au juste? Est-ce du scientisme de penser qu'une théorie scientifique puisse être prouvée? Si dans le langage courant une théorie est synonyme de spéculation, ce n'est pas le cas en science. Comme le dit Karl Popper, philosophe des sciences,
une caractéristique primordiale de la science est la réfutabilité. Une théorie à proprement parler n'est pas prouvable en elle-même. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lorsqu'on dit qu'une théorie n'est pas prouvable, c'est qu'on ne peut pas vérifier directement ce qu'elle affirme. On ne peut pas voir la force gravitationnelle, par exemple. Mais cela ne signifie pas qu'une théorie ne soit que pure spéculation. En effet, une théorie scientifique fait des prédictions, et ce sont ces prédictions qui sont testables. Si les observations ne sont pas conformes aux prédictions de la théorie doit être révisée ou carrément abandonnée. Une théorie est donc testable dans le sens où elle ferait de mauvaises prédictions. N'en déplaise à Éric Dubé, il y a moyen de tester la théorie de la gravité. En effet, la théorie de la gravitation fait des prédictions testables. Voici 2 prédictions faites par la gravité qui sont testables par le commun des mortels, pas seulement par les méchants scientifiques de la NASA. La première prédiction se base sur le fait que les platistes affirment que c'est la densité des objets qui les fait tomber vers le bas. Quant à la théorie de la gravitation, comme on l'a vu, toute masse attire toute autre masse. Cela signifie que la gravité prédit une attirance qui ne va pas seulement de haut en bas, mais qui peut aller dans tous les sens. Une masse en attire une autre, peu importe la direction dans laquelle elle se trouve. Vous avez sans doute entendu parler de l'expérience de Cavendish, qui calcula la constante gravitationnelle en approchant des boules de plomb d'autres boules plus petites, situées sur un ressort de torsion. C'est là une prédiction de la théorie gravitationnelle. Toute masse située à côté de toute autre masse a un effet gravitationnel sur elle. Dans ce cas-ci, on peut vérifier si c'est Newton qui a raison ou les platistes. En effet, si on observe un mouvement sur le plan horizontal, de gauche à droite, et non pas de haut en bas, on aura prouvé que c'est Newton qui a raison. Cette observation est reproduite dans les salles de classe, avec un laser afin de montrer la torsion du fil sous les yeux des étudiants. J'ai trouvé par exemple cette vidéo le montrant. L'expérience que je vais vous montrer, elle se passe comme ça. Je montre d'abord l'animation. Alors, vous avez un pendule de torsion, un laser. Quand vous faites approcher 2 masses aux petites masses ici, ce pendule de torsion va changer de direction et c'est seulement ce laser qui va vers un miroir ici de mesurer la déviation entre comment ça se passe avec les 2 objets. Alors, ce que vous avez vu dans l'animation, vous l'avez ici, les 2 petits poids qui sont au centre, ça c'est vers le haut, ça c'est le pendule de torsion. Vous voyez le point rouge, ça c'est le laser. Maintenant, si vous regardez de l'autre côté, vous voyez là la projection du laser à l'autre côté de l'auditoire. Et ça, c'est sur le deuxième indicateur. Vous avez le milieu au centre. Ça, c'est 2 unités à gauche. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais doucement changer l'orientation de la boule. Et rien ne se passe. Et il faut attendre, ce n'est pas une force très forte. Alors si je regarde là, nous avons, c'est toujours sur le 2, mais vous commencez à voir comment ça change. La direction. Alors c'était sur le séparateur, ici à 2. On est déjà maintenant, on a bougé presque 3 cm. Ça va bouger jusqu'à ici, jusqu'à 4, 5, et faire une oscillation comme c'est un pendule de torsion. Et à la fin du deuxième cours, on devrait avoir l'état d'équilibre de l'autre côté, 2 unités à la droite. Alors ça, c'est une expérience qu'on peut faire avec un pendule bien calibré. Avec cette expérience, on peut en effet mesurer la constante de gravité, le grand G. Et ça, c'était un monsieur d'Angleterre, le monsieur Cavendish. Je n'ai pas moi-même fait cette expérience. Ce que je vous dis cependant, c'est qu'elle est reproductible, c'est-à-dire que vous pouvez la refaire chez vous, moyennant relativement peu de moyens. Par exemple, j'ai trouvé celle-ci sur Internet, elle se vend 820$ américains.
Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez vous la fabriquer vous-même. Voici un site qui présente comment le faire. J'en profite pour passer ce commentaire. Les platistes ont une mauvaise compréhension de l'enseignement qui se fait de la science dans les écoles. Les professeurs ne demandent pas à leurs étudiants de les croire sur parole, ils leur montrent sous leurs yeux la réalité des phénomènes dont ils parlent. Et souvent, ce sont en fait les étudiants qui font eux-mêmes les observations dans de petits laboratoires. La deuxième prédiction testable est la suivante. Un objet sera plus léger à l'équateur qu'au pôle. Comme dit précédemment, les platistes pensent que c'est la densité qui fait que les objets tombent vers le bas. Si tel est le cas, on ne voit pas comment un objet à l'équateur et le même objet situé au pôle pourrait avoir un poids différent. En effet, il garde sa densité. Mais la théorie de Newton prédit que l'objet à l'équateur sera plus léger. Et il y a deux raisons à cela. La première raison est la suivante. Si on regarde la formule de la force gravitationnelle, on se rend compte que la force agissant entre deux masses va diminuer en fonction de la distance. En d'autres termes, plus les objets sont éloignés, plus la force gravitationnelle est faible. Comme selon le modèle officiel, la Terre est ronde mais légèrement aplatie, cela signifie qu'un objet se situant à l'équateur sera plus loin du centre de la Terre que le même objet situé au pôle. À l'équateur, en effet, le rayon terrestre est de 6378 km, alors qu'il est de 6356 km au pôle. Comme la distance se calcule en mètres et non en kilomètres, et comme la force est divisée par le carré de la distance, cette différence de 22 km ou encore de 22 000 mètres n'est pas négligeable. La différence de poids est en effet de 1%. Une différence de 1%, c'est facilement testable avec les objets du bord, soit une balance alimentaire par exemple, et un poids de 500 grammes. Le second facteur qui rend les objets plus légers à l'équateur est l'effet centrifuge. Comme les platistes le savent déjà, un objet à l'équateur file à une vitesse de 1666 km/h environ pour faire un tour complet en 24 heures, ou plutôt, comme les platistes ne le savent habituellement pas, en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Or, le même objet situé au pôle ne fait que tourner sur lui-même. On s'attend donc à ce que l'objet situé à l'équateur subisse l'effet centrifuge qui s'oppose à la force gravitationnelle, alors que l'objet au pôle ne subit pas cette force. L'effet est peu important, 0,3%, mais il s'ajoute au 1% de tout à l'heure. Ce qui fait en sorte que le modèle officiel basé sur une Terre en rotation et une force gravitationnelle prédit qu'un même objet aura un poids différent s'il est à l'équateur ou s'il est au pôle. Il sera plus léger de 1,3% à l'équateur. Je ne vous dis pas d'aller au pôle pour faire cette vérification. Vous devriez tout de même observer une différence de poids mesurable et reproductible entre par exemple un endroit situé à l'équateur et Paris. Si vous voyagez beaucoup donc, vous pourriez traîner dans vos bagages une balance alimentaire et un poids de 500 grammes et voir s'il y a une différence de poids entre les latitudes. Des globistes ont d'ailleurs fait ce genre d'expérience. Je pense notamment à Wolfie6020 et à Paul Cordier. En guise de conclusion, je répète que je n'ai pas fait moi-même ces expériences. Pourquoi? Parce que je sais que la Terre est ronde à partir de mes observations. Je n'ai pas de raison de mettre en doute la théorie officielle de la gravité, même si je ne l'ai pas vérifiée moi-même. Je voulais tout de même expliquer cette théorie à certaines personnes qui l'ont mal comprise, et j'ai voulu vous transmettre la bonne nouvelle. Il y a moyen de montrer que la théorie de la gravité est fausse. Si vous reproduisez l'expérience de Cavendish et n'observez pas d'attraction entre les corps, ou encore si vous pesez une masse à différentes latitudes sur Terre et n'observez aucune différence de poids, vous pourrez conclure que la théorie est fausse. Si jamais vous faites cela, vous pourrez révéler au monde entier la supercherie. Chercheurs de vérité, à vos marques, prêts, partez.